Bonjour, aujourd'hui nous recevons le professeur Charles Sultan. Voilà, merci d'être avec nous là, sous la caméra de la Web TV de la Glorieuse. Voilà, alors d'abord je vais vous présenter. Donc vous avez 72 ans, 4 enfants, vous vivez à cheval entre Montpellier et la Suisse. Donc vous êtes pédiatre, endocrinologue et professeur au CHU de Montpellier. Prix mondial d'endocrino pédiatrique, donc depuis 20 ans. C'est bien ça? 10 ans. À 10 ans, excusez-moi. Président du conseil scientifique de la fac de médecine de Montpellier depuis 10 ans. Je l'ai été il y a 10 ans. Voilà. Spécialiste donc, des dérèglements hormonaux, des malformations génitales, de la puberté et tout ce qui est contamination invisible. Voilà. Votre cheval de bataille, c'est les pesticides qui impactent sur la santé et le développement des jeunes enfants. Et ce dont on parle beaucoup actuellement, c'est-à-dire le glyphosate. Voilà, donc vous êtes invité partout dans le monde pour évoquer ces problèmes de perturbateurs endocriniens. Je me suis renseigné, voilà, c'est votre combat à 360 degrés, comme on m'a dit. Il ne reste pas grand-chose pour le reste. Et, et vous êtes un jeune papa, donc avec 2 filles de 2 et 3 ans. Donc vous passez beaucoup de temps à la maison aussi pour vous occuper de vos filles et vous cuisinez beaucoup. Vous pouvez rester 3 heures devant les fourneaux, on m'a dit. C'est vrai. Vous savez tout. Voilà, donc on va commencer par la une du numéro 805 de la Glorieuse, avec donc une qui concerne un petit peu l'actualité, donc le glyphosate. Le glyphosate, quel impact à Montpellier? Voilà. Ensuite, un dossier sur la reine des batailles sur le CLAPAS, les municipales, au regard cette semaine de l'actualité nationale et de la multiplication des candidatures dans toutes les métropoles et des villes languedociennes, en particulier Nîmes, Montpellier, et des articles de la Mouette du printemps sur des velléités de partir aux municipales. Voilà, on fait un point sur les municipales. Et un autre article important, nous avons déniché qu'un maire démissionnaire sur 5 en France est en Occitanie. 198 maires ont démissionné depuis 2014 en Occitanie. C'est un réel problème, toujours à l'approche des municipales. Donc 2 articles sur les municipales cette année, cette semaine, dans la Glorieuse. Voilà. Donc Charles, est-ce que je peux vous appeler Charles? Ah ben, nous sommes entre nous. Voilà. Professeur Charles. Est-ce que vous lisez régulièrement la Mouette? Malheureusement, non, j'habite en Suisse. Et donc, je n'ai pas accès aux journaux papier car j'appartiens à l'ancienne école et j'ai pour habitude en début de semaine d'acheter mes quotidiens ou mes hebdomadaires. Donc, très honnêtement, non. Mais... Est-ce que vous l'avez, et quand vous l'avez vu entre les mains, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'avais d'abord un a priori sur le journal. Oui. J'avais un a priori négatif, car dans mon imaginaire, c'était un journal qui véhiculait surtout des opinions de la droite dure, pour ne pas dire de l'extrême droite. Mais après un échange que nous avons eu, vous m'avez convaincu du contraire. Donc j'ai tout lieu de vous croire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous les perturbateurs endocriniens? Alors, c'est un vaste débat. Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques créés par l'homme et qui vont altérer l'équilibre endocrinien de l'homme, qui vont bouleverser notre équilibre endocrinien. Le problème, c'est qu'ils vont toucher, impacter l'homme, mais surtout, et c'est là notre préoccupation, la femme enceinte et donc le fœtus. Et à travers le fœtus, c'est l'avenir de l'homme qui est mis en discussion. Voilà, vous vous battez depuis longtemps 20 ans. contre les contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens depuis 20 ans. Non, ce n'est pas notre domaine. Il y a à Orléans un spécialiste. Non, moi je m'élève et je milite contre la pollution par les pesticides en particulier et par les perturbateurs endocriniens en général. Et nous pourrons en débattre si vous le souhaitez. Donc c'est tous les produits qui sont utilisés dans l'agriculture.
surtout dans l'agriculture, pour les pesticides, mais dans la vie quotidienne pour les perturbateurs endocriniens. Avec deux exemples que tous les citoyens connaissent. Le premier, c'est le bisphénol A. Et je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais l'un des premiers médecins à m'élever contre les biberons qui étaient constitués de bisphénol A, qui maintenant ont été retirés. Le bisphénol A été retiré des biberons, mais qui existe partout. Et le deuxième polluant qui pose de réels problèmes chez l'enfant, la femme enceinte et donc le fœtus, ce sont les phtalates. Les phtalates, là aussi, produits chimiques créés par l'homme et qui envahissent notre quotidien. Et c'est quoi les phtalates exactement? Alors, les phtalates, ce sont des plastiques que l'on trouve dans tous les tubulures de perfusion, les jouets, les tissus, dans tout notre quotidien contient des phtalates. Est-ce que vous notez un progrès dans l'utilisation et dans la non-diffusion de ces perturbateurs endocriniens? Alors, si je compare avec mon engagement antérieur, et notamment celui qui a démarré en 2000, je pense qu'il y a surtout une prise de conscience citoyenne. Et de plus en plus de nos concitoyens sont sensibles à la problématique des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'ils prennent plus de précautions pour leur alimentation, ils vérifient davantage ce qu'ils mangent, et ce que j'avais dit il y a 10 ou 15 ans, les consommateurs sont devenus des consommateurs. Et là, cette prise de conscience représente déjà un élément de victoire. Mais la guerre est loin d'être gagnée parce que nous avons face à nous les lobbies de l'industrie chimique qui ont une puissance colossale, et on l'a vu récemment lors du vote de nos députés sur le glyphosate, dont les politiques s'étaient engagés à supprimer son utilisation, et pour lequel une extension régulière est apportée. Et je pense que pour les années à venir, il y aura matière à interrogation sérieuse. Car le glyphosate, qui est un pesticide, est maintenant connu pour être un produit cancérigène, et dans la mesure où il va s'additionner aux centaines, pour ne pas dire aux milliers de perturbateurs endocriniens, il y a là un réel problème. Et qu'est-ce que vous répondez aux agriculteurs qui disent ne pas pouvoir faire autrement? Je ne suis pas un spécialiste de l'agrochimie, vous le comprenez bien, mais de très nombreux exemples, et y compris une démarche ou des démonstrations des spécialistes de l'agriculture nous montrent ou nous démontrent que la productivité agricole est de même ampleur en l'absence de pesticides. Mais je crois, si je peux me permettre, il ne faut pas se limiter à l'utilisation ou non de pesticides. Il faut prendre en compte le coût des pesticides sur la santé. Et ce coût a été évalué par des instances internationales. Et je peux vous dire, parce que ces informations ont été publiées dans des revues de première importance, les conséquences médicales des pesticides sont de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an en termes de coûts pour la santé. Et c'est d'autant plus préoccupant que l'ONU a établi un rapport il y a 2 ou 3 ans qui souligne l'incapacité future des États à prendre en charge le coût médical et social des conséquences de la pollution. Je crois qu'il faut raisonner non pas en termes de suppression ou non-suppression, mais de coût pour la collectivité, d'un coût social et d'un coût économique. J'ajoute que la fréquence des maladies chroniques ne cesse d'augmenter en relation avec ces perturbateurs endocriniens, et que pour la première fois, les études montrent
que notre espérance de vie, qui ne cessait d'augmenter régulièrement, s'est stabilisée et dans certains pays, elle se réduit. Donc nous sommes là au cœur d'un problème qui dépasse bien entendu l'agriculture et qui touche la responsabilité collective des citoyens, des médias qui ont un rôle fondamental, et je vous remercie de m'inviter à évoquer ce problème, et j'espère que cet échange sera diffusé le plus largement possible, et les politiques qui, sous l'influence des citoyens, vont irrémédiablement modifier leur prise de contact. La preuve en est, dans un mois, j'ai été sollicité au Parlement européen de Strasbourg pour faire une mise au point sur pesticides et santé de l'enfant devant la Commission européenne des pesticides, cette même commission qui doit statuer sur l'avenir du glyphosate et qui a l'avantage d'être une commission interpolitique au sein de laquelle siègent tous les députés, quelle que soit leur appartenance politique. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on mange du raisin où il y a eu du désherbant à l'intérieur, ça veut dire que dans le raisin, il y a du glyphosate. Bien entendu, monsieur. Dans le vin aussi. Donc c'est vous dire que ça dépasse largement. N'oubliez pas. Donc il faut boire que du vin bio. Théoriquement, oui, si c'est possible. N'oubliez pas que lorsque vous croquez une pomme dont je tairai l'origine, parce que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui me l'ont dit, mais c'est de notoriété publique, eh bien, la pomme a fait l'objet de 33 traitements par des pesticides. Et donc, incontestablement, en croquant une pomme, vous allez vous contaminer. Le raisin, je pense que là, c'est de notoriété publique, et tous les fruits, a fortiori les fruits de terre, comme le melon, la pastèque, qui absorbent toute l'eau environnante, contiennent des pesticides à des niveaux variables. Et là, si vous me permettez, je voudrais ajouter un élément. C'est que nos autorités de tutelle, le ministère de l'Agriculture en l'occurrence, évaluent la contamination des fruits et légumes à partir de normes, la dose minimale dangereuse. Ok. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une dose minimale dangereuse pour un fruit et pour un pesticide. Je vous ai dit il y a quelques minutes, j'ai bien précisé qu'en termes de pollution, on était confronté à une contamination par des milliers de substances chimiques. Donc la dose minimale acceptable n'a plus de sens, car une dose minimale multipliée par 1000, ça fait des milligrammes de produits chimiques toxiques. Et voilà pourquoi l'un de mes combats, dans les semaines, enfin qui a déjà démarré, mais l'un de mes combats va concerner la protection de la femme enceinte, car à travers la femme enceinte, c'est le fœtus qui est contaminé en première ligne, et à travers le fœtus, on le sait maintenant, c'est tout l'avenir de l'homme qui est remis en question. Et ce qui est, si je peux me permettre, ce qui est préoccupant, c'est que nous savons, et là aussi c'est un autre combat que nous sommes en train de mener avec des hommes politiques, nous savons, à partir d'exemples comme celui de l'agent orange, qui n'était rien d'autre que des dioxines, c'est-à-dire des pesticides, eh bien, l'agent orange nous montre que l'impact a été démontré non seulement chez les enfants, chez les petits-enfants, mais nous en sommes à la 4e génération. Et là, c'est un problème d'éthique que je vais évoquer la semaine prochaine devant le Comité national d'éthique à l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont inscrit la problématique des perturbateurs endocriniens comme questionnement éthique à la nouvelle loi. Eh bien, nous savons qu'en contaminant des fœtus, nous allons
impacter non seulement le nouveau-né, mais les générations futures. Cet effet transgénérationnel des perturbateurs endocriniens, des pesticides, comme nous l'a montré les enfants contaminés par l'agent orange, est une question essentielle, bien sûr, du domaine médical, du domaine social, du domaine politique et du domaine éthique. D'accord. Donc vous allez défendre la cause là, du glyphosate, là, enfin, des pesticides donc, au niveau européen. Mais il y a un réel problème, c'est qu'il y a certaines molécules qui sont interdites en France et qui sont autorisées en Espagne. Et donc aujourd'hui, il y a un gros trafic transfrontalier, vous êtes au courant? Oh oui, monsieur. Malheureusement, dans un reportage qui s'appelait 7 à 8, il y a près de 20 ans, au début de l'an 2000, cette question m'a été posée. Il y a près de 20 ans. Et le journaliste avait, preuve à l'appui, démontré que des paysans du sud-ouest allaient acheter, s'approvisionner en pesticides en Espagne. C'est dire qu'en 20 ans, la législation n'a pas évolué. C'est un réel problème et je compte bien, et je vous remercie de m'interroger sur ce point, car je compte bien en faire état lors de ma conférence au Parlement européen, comme je soulignerai aussi l'inégalité devant l'utilisation des pesticides, puisqu'il y a un certain degré de surveillance en France, mais on importe des cerises et on importe des fraises d'Espagne qui sont cultivées sous serre et qui contiennent des dizaines de pesticides et de perturbateurs endocriniens. Cette inégalité face à l'utilisation des pesticides est un problème, je crois, qui dépasse bien entendu le niveau national et qui devrait être traité au niveau européen. Vous considérez-vous comme un lanceur d'alerte? Oh, ça fait 20 ans qu'on me considère comme un lanceur d'alerte. Trouvez-vous que votre combat est entendu? Comme je vous le disais précédemment, oui, car il y a 20 ans, on m'affublait de tous les noms d'oiseaux. J'ai été considéré comme un fou, un imposteur. Je m'arrêterai là. Mais il y a, et c'est ce qui me réjouit, en 20 ans, une prise de conscience d'abord des citoyens, puis des citoyens responsables, puis des hommes politiques de tous bords. Et à Montpellier, je suis en contact avec à la fois des députés de droite, enfin La République en marche, considérée comme de droite, ou de gauche, comme Michael Delafosse, qui est un homme politique considéré à gauche, qui tous les deux se battent pour un environnement plus sain. Les députés d'En Marche, globalement dans le département, ont voté en faveur du rejet d'interdiction du glyphosate. Du glyphosate, oui. Du glyphosate. Malheureusement, vous avez raison, mais que puis-je faire et je les connais pour la majorité. C'est qui a votre oreille? C'est pas les députés alors? Certains. Certains, oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec M. Vignal pour les incinérateurs, et croyez-moi... Ah ben oui, il se bat, nous nous battons ensemble, y compris au niveau national, y compris auprès des autorités responsables. Bon, c'est l'un des exemples. Je travaille beaucoup avec Michael Delafosse. Nous avons rédigé des dossiers pour M. Hamon. M. Hamon qui a quand même une certaine écoute dans le domaine de la pollution et d'une vie plus saine. Bon, moi je prends ces deux exemples parce que ce sont deux exemples vécus. Que pensez-vous du départ de Nicolas Hulot? Oh, je pense que ça a suscité, et y compris pour nous, une grande inquiétude. Parce que c'était une digue, un contre-feu aux mesures qui sont suscitées, pour ne pas dire proposées par les lobbies de l'industrie chimique. En fait, son départ, c'est une catastrophe. Ça voulait dire qu'en fait, il ne pouvait rien faire contre les lobbies. Exactement. On ne peut rien faire contre les lobbies. Oui, monsieur, s'il y a une volonté politique, on peut faire. Non, mais on peut faire. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est... Jusqu'à présent, on peut dire qu'on ne peut rien faire contre les lobbies. Malheureusement, c'est vrai. Il faut dire qu'ils investissent des budgets colossaux, 9 millions d'euros par an,
sont attribués au lobby de l'industrie chimique à Bruxelles. 9 millions d'euros. Comment voulez-vous faire face? Nous soutenons les actions en justice de certains citoyens contre Monsanto, mais face à Monsanto, nous avons, alors que ces citoyens vont faire appel à 1 ou 2 avocats, nous avons une armée de 30 avocats. Comment voulez-vous lutter à armes égales contre ce groupe de députés mandatés et payés par Monsanto? C'est un combat qui est injuste, mais c'est un combat qu'il faut mener. Regardez la victoire de ce patient américain. Il y a aujourd'hui environ 3000 dossiers contre Monsanto. Je suis en contact avec plusieurs avocats de renom qui ont en charge ces dossiers. Je crois qu'il faut garder espoir et nous battre. Pour en revenir à Nicolas Hulot, est-ce que vous pensez que son successeur est du même niveau? Je pense surtout, mais je reste un citoyen encore plein d'illusions, monsieur. Je pense que quand on a dézingué un candidat à la présidence l'an dernier, comme l'a fait monsieur de Rugy, en disant monsieur Macron n'a aucun intérêt dans l'écologie, c'est ce qu'il avait dit publiquement à la télévision, je ne sais pas quel degré de liberté il peut avoir au sein de ce gouvernement. Je crois que ce sera surtout un homme à boucler les dossiers. Mais espérons, après tout, pourquoi pas. Mais je ne suis guère optimiste dans sa volonté d'action et de bouleversement, sinon de révolution. Il n'a pas de force politique derrière lui. Ouais, comme l'autre, hein. L'autre il n'a pas de force politique. Il avait une force citoyenne. Beaucoup d'associations défendaient Nicolas Hulot. Beaucoup d'associations. Ça fait des milliers de citoyens. Est-ce qu'on peut dire que les lobbies de l'industrie agroalimentaire sont un danger pour notre santé? Ah, je le pense. Ah, je le pense très sérieusement. Donc pour la démocratie aussi. Donc pour la démocratie, absolument. Car ils sont... Écoutez, je vais prendre l'exemple de Monsanto. Monsanto utilise pour le glyphosate des expertises qui ont été réalisées dans les années 70, c'est-à-dire au moment où la biologie balbutiait, vous en convenez. Des études récentes ont montré que le glyphosate, la molécule, mais aussi ses adjuvants, qui étaient des dérivés du pétrole, et c'est ce qu'a montré M. Serralini, les adjuvants présentaient des caractéristiques cancérigènes indiscutables à moyen et à long terme chez l'animal. Qu'ont fait Monsanto? Nous avons demandé une ouverture des dossiers d'expertise. Après tout, ces dossiers sont publics. Nous ne l'avons pas obtenu. Donc, tous ces éléments vous montrent qu'il y a une volonté, au fond, de considérer comme secret ces expertises parce qu'elles ne sont pas valides, alors même qu'ils savaient que c'était un produit cancérigène. Ils l'ont libéré ils l'ont laissé accorder la mise sur le marché, ce qui est un scandale humain, ce qui est un scandale sanitaire, mais qui n'est pas un scandale financier. Comment se fait-il que ces dossiers-là, dès qu'on fait une commission d'enquête dans ce pays, on les enterre? Tous les trucs importants, on les enterre. Monsieur, je ne suis pas un homme politique. Je suis un simple citoyen. Ouais, vous êtes un peu éveillé, vous avez une idée là-dessus. Eh bien, je pense qu'il y a des poids spécifiques, je ne dis pas de lobby en France, mais il y a une volonté de certains hommes politiques de banaliser le problème des perturbateurs endocriniens. Songez qu'il y a des médecins qui continuent de refuser ce qui est démontré et qui ont tendance, eux aussi, à rejeter le principe même de perturbateurs endocriniens sur l'argument que l'homme s'est toujours adapté depuis la nuit des temps
L'homme s'est toujours adapté à son environnement climatique, chimique, alimentaire, etc. Revenons à un détail, là, une bouteille d'eau. Est-ce que dans une bouteille d'eau ou dans l'eau du robinet, il y a des perturbateurs endocriniens? Alors, je n'ai pas fait d'études, mais différents travaux montrent que l'eau du robinet contient des particules de plastique. Il y a plusieurs travaux qui montrent des particules, des micro-particules de plastique qui posent un problème. Donc il ne faut pas boire l'eau du robinet. Non. Il ne faut pas boire certaines eaux du robinet. Non, mais comment on peut savoir? Ah, c'est une question piège. Il faut C'est demander. Une bonne question. C'est une bonne question. C'est une question piège. Il faut demander à l'agence de l'eau d'une part ou à l'ARS d'effectuer des études et de les communiquer au public. Donc il faut demander à Montpellier, il faut demander à l'agence de l'eau pour savoir s'il y a du plastique dans le robinet. Tout à fait. Et ça a déjà été fait, ça? Ça a été fait pas à Montpellier, dans d'autres régions. D'accord. Quant aux bouteilles d'eau minérale, je crois que l'eau minérale est a priori dépourvue de perturbateurs endocriniens, à condition que la bouteille ouverte ne reste pas sur une table pendant plus de 12 heures. Car le plastique de l'eau risque de se décomposer et de libérer, entre autres, des phtalates. Parce que la bouteille de plastique est constituée de phtalates, entre autres. Et lorsque la bouteille vient d'être ouverte, c'est bon. Oui, dans les 10 Donc il faut boire la bouteille dans les 10 heures. Oui. C'est ce que disent les spécialistes de toxicologie. Mais je ne suis pas toxicologue, vous l'avez compris. Donc vous avez étudié les effets sur la fertilité des femmes, vous avez des résultats par rapport à ces... Alors, nous avons focalisé une grande partie de notre activité sur le nouveau-né et les malformations du nouveau-né. Les malformations génitales. Et notre dernier travail, publié l'an dernier avec Nicolas Calfar et toute l'équipe, montrait que la malformation, le risque de malformation, était 10 fois supérieur, ce qui est considérable, 11 fois supérieur, si vous associez une contamination habitationnelle à une contamination professionnelle. Et donc, parmi les contaminations professionnelles, l'agriculteur, la femme de ménage, l'esthéticienne qui manipule des produits chimiques, la femme de ménage qui utilise des détergents, l'agriculteur, ça on l'a compris. Et parmi les pollutions habitationnelles, la proximité d'un incinérateur, celle d'une décharge ou celle d'une zone agricole. Pour nous, le prototype de la zone agricole la plus polluée, c'est la région de Moguio. La région de Moguio où se concentre une agriculture très intensive et très polluante. Nous avons des agrégats. Et un incinérateur. Et un incinérateur. C'est la totale. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise, c'est la double peine. Voilà. Dire. Non mais ne rions pas. Ne rions pas, car la situation est grave. Nous parlons d'avenir de milliers d'enfants. Et nous savons, comme je vous l'ai précédemment déclaré, à partir, je reviens à l'agent orange, puisque pour nous, c'est le prototype des conséquences de la pollution chez l'enfant, ces dioxines des incinérateurs, eh bien on les trouve à la sortie, on les trouvait dans l'agent orange. Donc on a un modèle clinique, in vivo, et nous savons les conséquences sur les malformations, sur le cancer, sur le cerveau, des dioxines. Donc, est-ce que vous avez un regard particulier sur les différentes politiques de traitement des déchets? Donc, il y a eu d'abord le TOT, là, où ils ont fait une montagne du côté de Latte, là, où nous avons fait des enquêtes, nous avons vu qu'il y avait des liquides de drôles de couleurs qui coulaient dans les ruisseaux. Voilà, ensuite il y a maintenant il y a un casier à Guzargues là, qui est immense, l'émissaire en mer, l'incinérateur de Lunel, Améthyste. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'il y a... parce que bon... voilà, Je n'ai pas une compétence particulière dans ce domaine. Mais d'une façon générale, je crois que toute la prise en charge des déchets devrait être revisitée
reconsidérées à la lumière de ce que nous savons. Et notamment les émissions en mer de ces résidus posent un énorme problème. N'oublions pas que nous n'avons quasiment plus de poissons dans certaines zones de la Méditerranée. N'oublions pas que certaines études qui n'ont pas été dévoilées au grand public, mais je peux en faire état, montrent que les coquillages de toute la côte méditerranéenne, de notre côte, sont contaminés par des produits chimiques. Les crabes, les crevettes, les moules, les huîtres ont des taux de perturbateurs endocriniens qui sont extrêmement préoccupants. Donc, c'est déprimant. La situation est déprimante. La situation est déprimante, mais je pense qu'à partir de cette information, il faut transformer l'information en action. Vous savez ce que disait Bergson, hein, penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Alors nous agissons en homme de pensée, il faut maintenant penser en homme d'action. Très bien, on va terminer par la question chapeau. C'est une question qui... Allez-y, si vous pouvez nous la lire. Vous n'arrivez pas à me relire. Si, très bien. Les nappes phréatiques sont-elles soumises aux perturbateurs endocriniens? Monsieur, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les publications nationales qui montrent que les nappes phréatiques sont contaminées pour 60% d'entre elles. Les nappes phréatiques contiennent des perturbateurs endocriniens. Et on le comprend très bien, puisque ces perturbateurs, et notamment ces pesticides, ces milliers de pesticides, qui polluent le sol. Savez-vous qu'un sol pollué va l'être pour 30 ans? Et donc, le traitement itératif, régulier, annuel, triannuel ou biannuel de ces sols par les pesticides va entraîner une telle concentration qu'avec les pluies, l'eau de pluie qui s'infiltre, qui va contaminer ces nappes, et on considère qu'environ, je crois que c'est l'agence de l'eau qui avait publié il y a 2 ou 3 ans, que 60%, 50 à 60% des nappes étaient contaminées. C'est une question essentielle sur laquelle je suis tombé par hasard, mais c'est une question essentielle. Oui, nous devons nous préoccuper de l'eau. Alors il y a une agence de l'eau, peut-être devrait-elle prendre en considération toutes ces données. Je crois que ce qui manque en France, c'est une coordination de la prise en charge de la pollution. Il y a une agence de l'eau, il y a une agence de l'air, il y a une agence de l'agriculture, il y a l'INSERM, il y a le ministère de la Santé, il y a l'ARS, il y a l'ADEME, enfin bon, je ne vais pas toutes vous les citer, mais une coordination globale de l'analyse, l'expertise de la contamination en France me paraîtrait essentielle. Mais je crois, pour conclure, j'ajouterais que le discours est alarmant, le discours est alarmiste, mais je pense que c'est à partir de cette prise de conscience qu'on peut le transformer en action, en responsabilité et aussi en courroie de transmission vis-à-vis de nos décideurs. Nous ne sommes pas des veaux. Je crois profondément dans la démocratie participative, où les associations de citoyens, où les sociétés multiples ont pour vocation, sinon pour mission, d'infléchir le choix de nos politiques. Et là, il y a aussi une prise de conscience des politiques, profitons-en lors de ces élections municipales, où, à l'évidence, nous aurons aussi des choix importants, car la politique de la ville inclut la prise en charge environnementale à travers les problèmes d'alimentation, à travers les problèmes de pollution de l'air et à travers les problèmes de pollution de la vie quotidienne. Mais très bien, je vous remercie. Merci, monsieur.